Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous parle du Kia PV5. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce modèle. D'abord, ce que j'ai aimé, son look, le confort, l'espace à bord, mais aussi ce que j'ai moins aimé, à savoir la modularité qui est plutôt basique, la recharge rapide qui n'a de rapide que le nom, et un gros problème de visibilité de 3/4 avant. Je vous explique tout ça. Mais avant de rentrer dans les détails, et ça n'est pas un détail pour nous, vous n'oubliez pas, on s'abonne, on active les notifications, c'est très important. Maintenant, place au Kia PV5. Alors, premier détail d'importance, vous voyez, il y a des vitres parce que c'est la version Passenger du PV5. En effet, il s'agit de la vraie première camionnette électrique conçue uniquement pour être électrique sur notre marché. C'est Kia qui s'y colle et qui revient sur ce marché qu'il avait quitté il y a de longues années. Mais ici, on va s'intéresser principalement à la version Passenger. Alors, son look, c'est assez particulier, vous en conviendrez. Ça sort du lot, c'est une bonne chose. On retrouve un petit peu le type de signature lumineuse Star Map qui a été inauguré par les premiers modèles électriques de la marque. Mais ici, d'une manière un petit peu différente, un peu comme sur une EV2, avec un peu plus de verticalité. Moi, je trouve que ça lui donne un peu une tête de menthe religieuse. Maintenant, il n'y a que la tête, parce que tout le reste, c'est plutôt le gros coléoptère. Vous l'aurez compris, c'est un modèle utilitaire à la base. Mais surtout, cet avant nous dit deux choses. La première, c'est que Kia a voulu choquer en venant avec quelque chose de différent. Je trouve que ça marche bien. Et surtout, que c'est un vrai modèle électrique, puisque concrètement, au niveau des aspects pratiques, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de frein. C'est le seul accès à la mécanique ici. Et vous voyez, toute cette partie-ci avant est assez pleine, est assez pure. C'est une seule pièce. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a jamais d'intervention à faire. Seul petit détail, il y a le port de recharge ici sur l'avant. Donc tout a été optimisé pour avoir un véhicule utilitaire avec un volume maximal. Volume maximal que l'on va retrouver facilement puisque au niveau des dimensions, on est sur un modèle qui fait 4,70 m de long, 1,90 m de large et surtout près d'1,93 m de haut. Donc c'est un beau bébé, vous l'aurez compris, avec un volume intérieur très très généreux et des formes très simples. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté très moderne. On n'a pas une camionnette comme toutes les autres, avec juste une signature lumineuse qui a évolué. Ici, tout est vraiment différent. Il y a un beau jeu avec les contrastes, les parties noires, vous voyez, qui intègrent ici les vitres, une partie du nez et la partie basse qui va être couleur carrosserie, forcément. Et là, vous avez plusieurs possibilités, ainsi que le toit ici, qui va être très flottant. Donc, je trouve ça pas mal. C'est un aspect qui ne plaira pas à tout le monde, mais que je trouve plutôt attrayant. Moi, j'aime bien. Alors, certains argueront que ce n'est pas le premier utilitaire électrique. Il y a un certain Volkswagen ID Buzz. Oui et non, puisque le Volkswagen est basé sur la même plateforme MEB classique que les Volkswagen ID3, ID4 et compagnie. Ici, on a une plateforme qui est spécifiquement adaptée pour l'utilitaire, même si elle a des points communs avec les autres modèles électriques du groupe Hyundai Kia. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'arrière, on est vraiment dans une vraie camionnette. Vous voyez, paf! C'est bien vertical, c'est bien carré, mais avec un petit travail malgré tout sur les formes ici. C'est comme un véhicule qui arrive à avoir un CX de 0,29, ce qui est pas mal pour une boîte à chaussures de ce type-là. Maintenant, attention, il faut tout relativiser, on le verra quand on parlera de consommation. Il y a quand même surface frontale de près de 3,30 m, 30, donc forcément, il y a de l'air à pousser, on verra que ça a une influence. À l'arrière, très simple, sur cette version Passenger, une belle grande vitre avec une excellente visibilité, ça c'est important. Un essuie-glace qui dégage bien aussi, c'est aussi important sur un véhicule de cette longueur, de cette profondeur. Et puis surtout, et ça n'est pas un luxe, un haillon électrique, parce que vu la taille du bazar, ça peut être lourd à soulever si on doit le faire tout seul. On précise qu'ici on est sur la finition haute, la finition élite, donc forcément il y a des avantages. Qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement un seuil de chargement très bas, c'est la nature utilitaire du véhicule, et un coffre bien plat, très volumineux. Mais surtout, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, on a quand même un véhicule qui est vraiment optimisé avec un énorme accès à l'espace de chargement, possibilité d'avoir un crochet de remorquage, ça c'est intéressant aussi, même s'il est électrique. On a quand même quelque chose qui est assez simple, assez facile d'accès, mais recherché dans le look, comme vous le voyez, avec malgré tout une petite signature lumineuse, un peu travaillée, un peu graphique. C'est un petit détail que moi j'aime bien sur ce modèle-ci. Alors plus en détail, ce coffre, il y a beaucoup de choses à dire, du bon et du moins bon. D'abord le volume, vous voyez, 1300 litres, grosso modo, ici, dans cette configuration telle qu'elle est là en 5 places. On précise que plus tard, la voiture disposera d'une 3e rangée en option. Et vous voyez, bon, il y a de la place, quoi. Hein. Je ne peux pas me tenir debout, mais je peux me tenir à genoux sans problème. Donc ça, c'est pas mal. On voit qu'il y a un volume très clair. Des petits bacs de rangement ici sur les côtés, c'est quand même pratique parce que ranger quelque chose ici dedans, en temps normal, on ne le remplit pas toujours, ça se balade dans tous les sens, c'est casse-pied. Et surtout, on a un aspect que moi j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine modularité dans le coffre, avec des petits espaces
espaces de rangement individuels. Ici par exemple pour les câbles de recharge. Là pour le filet qu'on peut adapter si vous avez un animal. Et alors vous voyez, hein, il y a une belle profondeur, une belle taille. Mais on a également un espace ici derrière qui permet de ranger les câbles de type 2 par exemple. Ou d'autres éléments que vous voudriez cacher à la vue. Parce que bon, et là on arrive dans l'aspect un peu négatif de ce coffre. C'est le cache-bagages. Il a le mérite d'exister, mais très honnêtement, souple comme ça, vous voyez, c'est pas toujours simple d'arriver à le remettre. C'est pas idéal et bon, vous ne mettrez rien de lourd là-dessus. Ça permet juste de cacher le contenu de votre coffre. Par contre, il y a un petit côté intelligent là-dedans. C'est que quand on vient d'ici, qui a prévu un système ici, vous voyez, à coulisses, qui permet de cacher également à ce niveau-là par rapport à la banquette. Donc ça, c'est bien fait. Ça permet d'avoir vraiment toute la partie couverte et de vraiment tout masquer en termes de sécurité pour votre contenu dans le coffre. C'est quand même pas mal. On a des petits aspects qu'on voit ici avec des crochets qui permettent d'attacher différents éléments. On a aussi des rails ici de rangement. Un coffre qui est quand même très bien pour les familles nombreuses. En tout cas, à 5 personnes qui aiment avoir une vie dynamique, c'est parfait. On peut ranger sans problème 2 vélos dedans et des sacs de sport. Mais on le rappelle, une version 7 places arrivera plus tard. Alors à l'arrière, bon ben, l'avantage sur cette version haute, c'est qu'on a les portes coulissantes qui sont électriques. C'est un bien et un mal, vous allez le voir tout de suite. Pourquoi? Bon, ça donne un très large accès, ça c'est pratique. Une poignée ici pour les personnes qui ont une mobilité moins aisée éventuellement. Et pour refermer, on a deux choix. On peut appuyer sur le petit bouton là ou la poignée là. Donc imaginons, j'appuie ici. Et voilà, ça c'est le petit défaut, c'est que vous voyez, il faut être patient. Très patient pour que la porte se ferme quand elle est en électrique. On a un volume à l'arrière ici qui a, comme le coffre, des points très forts et des points moins évidents à justifier ici. Premier élément, on a de la place en veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est génial. Ils ont pensé au petit repose-pied ici, c'est pratique. En fait, ça s'explique tout simplement parce que la batterie est là en dessous et pas ici dans le plancher. Ça reste un modèle utilitaire. Donc c'est ce qui limite aussi les possibilités de taille de batterie. On le précisera plus tard. Donc ça, c'est pas mal. On a la ventilation ici et on a même le Vehicle to Load ici jusqu'à 3,6 kW avec une prise classique si on le veut ici. Ça, c'est pas mal. Le côté moins positif, c'est que la banquette manque de modularité concrètement. Alors, on a la possibilité, via une poignée ici sur le côté, de jouer sur l'inclinaison du dossier. Ça, c'est pas mal, vous voyez, hop, sur les longs trajets, on peut se reposer un peu plus, c'est bien. Mais ça se limite grosso modo à ça. Même si le véhicule est très grand, on remarque quand même que la place au milieu est un petit peu plus étroite. Mais on sait en mettre 3 comme moi sans problème, là, il n'y a pas de souci. Alors, pas oublier d'abord détacher le petit volet là derrière. Et alors au niveau de la banquette, on peut la rabattre. Vous voyez, hop, c'est assez facile, le geste est assez simple. Mais par contre, oubliez toute idée de plancher plat, puisque Kia n'a pas prévu un double plancher ici pour aligner, tout simplement. C'est un petit peu dommage, mais ça laisse quand même la place à un très gros volume, puisqu'au total, on arrive à près de 3600 litres d'espace de chargement ici à l'arrière, une fois que la banquette est rabattue. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est en rapport aux dimensions et aux formes du véhicule. Alors toujours dans ce compartiment arrière, entre les éléments positifs et les éléments négatifs, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais faire remarquer. Dans les éléments positifs, c'est les poches aumônières ici. Elles ne sont pas très profondes, mais elles sont bien pensées. Les 2 ports USB-C ici pour recharger, ça c'est pratique, c'est facilement accessible. Par contre, et c'est pas faux du tout, mon caméraman me faisait remarquer que quand on est assis ici derrière, pour un enfant, c'est quand même pas hyper fun. Pourquoi? Parce que l'enfant va être assis plus bas, imagine ici, et les sièges à l'avant sont un petit peu plus hauts en raison du plancher surélevé. Donc en termes de visibilité vers l'avant, on n'en a pas énormément. C'est quand même pas hyper cool pour les enfants qui aiment bien de regarder, surtout qu'ici, il n'y a pas de toit panoramique vitré prévu pour ce modèle qui reste quand même un modèle utilitaire à la base. Alors à l'avant, comme dans une vraie camionnette, il faut monter à bord. Vous avez le choix, hein, éventuellement avec la poignée ici, ça c'est pas mal, il y en a des deux côtés, ma belle-mère apprécierait. Mais donc concrètement, il faut monter à bord tout simplement parce que je le rappelle, la batterie se trouve ici en dessous, donc le plancher est bien redressé ici, bien surélevé. Concrètement, à l'intérieur, on retrouve un peu l'univers que l'on a dans les Kia classiques, sauf qu'ici c'est plus plastique. Concrètement, mais on a ce jeu sur les 2 couleurs, le volant bien connu avec le moyeu carré ici, les commandes physiques, très bon point, très pratique ici avec le multimédia à droite, les aides à la conduite à gauche, donc ça c'est connu également. Le levier de vitesse ici, enfin de transmission, des commodos classiques et enfin sur le volant, on en parlera en roulant, des palettes pour régler la régénération. Donc jusque là, l'univers Kia est
tout ce qu'il y a de connu. Là où c'est plus spécifique à ce modèle, c'est au niveau des aspects pratiques et ils sont très nombreux. On passera sur la couloir générale, tout simplement parce que bon, il y a énormément de rangements. On a un bac ici avec du caoutchouc un peu mou en dessous, donc ça évite d'avoir quelque chose de dur qui fait du bruit tout le temps. Des bacs de portière généreux dans lesquels on peut mettre plusieurs bouteilles, ça c'est pas mal. On a un rangement ici qui permet de mettre par exemple des documents, ce genre de choses-là. C'est hérité de la version utilitaire, forcément pour les professionnels c'est pratique. Un petit espace qui permet de ranger également des papiers, des cartes de visite, ce genre de choses ici. Et surtout au niveau de la console centrale, des éléments pratiques. Encore des commandes physiques pour ouvrir les portières, latérales à l'arrière, pour ouvrir le haillon éventuellement. Et puis surtout on a un bel élément ici, un petit bac de plus de 2 litres de contenance, très pratique. Je trouve que c'est assez bien vu, ça n'a rien de surprenant par rapport aux véhicules, aux camionnettes LCV, etc. Mais c'est pas mal. Au niveau de la console centrale, vous voyez, c'est plein ici, mais on peut facilement passer d'une à l'autre, il n'y a pas d'interruption. Donc, si je veux passer d'un côté à l'autre, hop, ça se fait en toute facilité. Donc ça, c'est bien. Et ici, un beau bac, ce qui me permet de vous dire que si vous voulez avoir tous les détails sur ce Kia PV5, ce modèle-ci, je vous rappelle, il a été essayé en comparatif avec le Volkswagen ID Buzz. C'est le numéro 1835 de mars 2026, disponible sur notre site en PDF. Éventuellement, n'hésitez pas. De manière générale, on a quand même l'impression d'une vraie qualité de construction. C'est pas aussi précieux, on va dire, que dans une Kia classique. Ça reste quand même un modèle à vocation utilitaire au début. Mais on a quand même quelque chose qui est plutôt bien fait, très ergonomique. Alors à l'intérieur, les écrans, c'est peut-être le principal changement par rapport à ce que l'on retrouve sur les autres Kia, qu'elles soient électriques ou pas. Puisqu'ici, on n'a pas un seul élément, mais deux, c'est une première chose. Avec un petit écran, un petit tableau de bord digital ici de 7,5 pouces. Très lisible, facile à utiliser. On peut passer d'un menu à l'autre via la petite touche ici du volant. Donc là, rien à redire, franchement, c'est bien fait. Cet écran-ci, par contre, nous dit une autre chose. Déjà, bonne nouvelle, il n'y a plus le fameux écran du milieu pour la climatisation que l'on ne voit pas, ça c'est bien. Par contre, c'est du tout à l'écran, donc pour la climatisation, ça reste quand même du 100% tactile ici. Ils auraient pu, je pense, intégrer des boutons physiques sur cette petite partie-là, ça aurait été très apprécié. Mais surtout, c'est ce qui se passe derrière cet écran qui est important. Puisque ici, Kia n'utilise pas le système classique, que l'on voit sur ces voitures particulières, mais se base sur Android Automotive OS. Pour les véhicules particuliers, l'intérêt d'Android Automotive est peut-être moins grand, mais pour les professionnels, ça fait une vraie différence. Ça explique aussi pourquoi Kia a pu jouer ici sur 2 écrans plutôt que son système habituel. Voilà, maintenant, trêve de blabla, on met le contact, il n'y a pas besoin, on tourne simplement et on va aller rouler pour voir ce que ça vaut sur la route. Donc avant de parler des sensations de conduite, on va parler un peu technique. Donc la plateforme ici est dérivée de la plateforme IGMP du groupe Hyundai Kia dans sa version traction et architecture électrique en 400 volts. Donc c'est une version un peu modifiée justement entre autres au niveau du positionnement de la batterie, des moteurs, etc. pour pouvoir optimiser l'espace à bord. Donc concrètement, ça reste une plateforme spécifique pour l'utilitaire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Contrairement au ID Buzz par exemple qui garde la plateforme MEB classique sans optimisation particulière, mais on reste quand même dans de la technique connue pour tout ce qui est motorisation, batterie, etc. Au niveau de la batterie, ici on est dans la version avec la grande batterie, un accu de 71,2 kWh brut, 67 kWh net, qui alimente un moteur électrique unique positionné sur le train avant de 120 kW ou 163 chevaux pour 250 Nm. Une cavalerie plutôt raisonnable, surtout rapportée au poids de la voiture qui est grosso modo de 2 tonnes 1 ici, donc ça n'est quand même pas exceptionnel, mais rappelons-le, ce véhicule est prévu initialement comme un véhicule utilitaire. Ce qui explique qu'en termes de performance, le 0 à 100 en environ 10 secondes 5, c'est pas bien dramatique, c'est largement suffisant pour s'insérer dans le trafic. Mais surtout, la vitesse maxi, elle, est limitée à 135 km/h, ce qui se comprend parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la surface frontale est de 3,3 mètres carrés, donc c'est quand même très très imposant, et même avec un CX de 0,29, ça fait beaucoup d'air à pousser, donc pour augmenter la vitesse, ça demande d'utiliser beaucoup plus d'énergie, donc beaucoup plus de consommation. Là, au niveau de la consommation, c'est là qu'on sent par rapport à ce concurrent que ce modèle a été pensé comme un modèle électrique dès le départ. Je m'explique. Sur autoroute, c'est ce que j'ai fait principalement ici, on a la consommation qui va osciller entre 23,5 et 24 kWh au 100.
ce qui reste raisonnable pour un véhicule de ce type. Et clairement, ça permet d'envisager une autonomie sur autoroute en roulant à 120 de façon normale, même avec 2-3 personnes à bord, de 250 km. Donc on va dire 200 entre deux recharges. C'est nettement mieux que ses concurrents du même gabarit en électrique. On parle d'un Ford Transit, tout ce genre de choses-là. Clairement ici, on est à un niveau supérieur et c'est très bien. En conduite normale, on va avoir une moyenne qui va être aux alentours de 19,5 kWh au 100. Donc là, ça permet d'envisager une autonomie réelle d'environ 340-350 km. Et si on roule principalement en ville, la consommation peut clairement descendre en dessous des 17 kWh et on se rapproche d'une autonomie réelle de 400 km. Donc par rapport à la cible visée, à la clientèle visée par ce modèle, on est sur une autonomie qui est tout à fait conforme aux attentes de la clientèle en tant que telle. Le seul bémol, et ça c'est un petit peu dommage, c'est que la recharge rapide n'est pas exceptionnelle. Concrètement, elle est annoncée jusqu'à 150 kW par Kia, mais c'est une valeur en pic. En moyenne, sur un 10 à 80%, on va plutôt être aux alentours de 90 kW, peut-être entre 80 et 90 kW, ce qui signifie que pour le 10 à 80%, on est très proche des 40 minutes, entre 36 et 38 minutes. Là, ça devient quand même très important et c'est un peu handicapant quand on doit partir en vacances parce que non seulement il faut parfois attendre à la station pour avoir accès à la borne, mais en plus après ça prend du temps. Ça, c'est un vrai bémol pour les gens qui voudraient utiliser cette voiture-là, pour les familles nombreuses ou très actives en termes de loisirs. Quand elles partent en vacances ou sur de longs trajets, ça peut être un peu dommageable. Et c'est d'autant plus dommage que sur le principe, la voiture est extrêmement confortable. Comment ça s'explique? Une vraie plateforme électrique, donc très rigide. Le fait que la batterie soit à l'avant, ça aide au niveau de la motricité aussi. Il n'y a pas de problème de roue qui patine, etc. Et surtout, un choix fort fait par Kia, c'est le choix, même pour cette version Passenger, de rester sur des petites roues. Comprenez par là que les jantes restent en 16 pouces ici, avec des pneus à flanc très haut, ce qui signifie que le pneu en lui-même assure une grande partie de l'amortissement des chocs, des bosses, etc. Et donc ça permet d'avoir un réglage de suspension mieux calibré pour le maintien de caisse par exemple, qui est excellent sur cette voiture. Il n'y a pas d'effet chaloupe ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la suspension a pu être réglée un peu plus ferme et plus progressive en tout cas sur ses butées grâce au fait que le pneu va amortir une grosse partie des chocs et des déformations de la route. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça joue sur le confort général de la voiture. Très très agréable, je l'ai dit. Les sièges sont plutôt plaisants également. La position assise, on est vraiment dans une position chaise de bureau plutôt que fauteuil, on s'entend, mais ça n'est pas dérangeant parce que ça permet d'avoir une bonne visibilité vers l'avant. Enfin bon, ça j'y reviendrai après. Restons sur le confort pour le moment. Mais surtout, on a aussi une bonne insonorisation de manière générale, sauf sur les revêtements un peu granuleux. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de résonance parce que la caisse est énorme, tout simplement. Et les bruits de roulement vont être amplifiés par la forme de l'habitacle ici. Ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, pour le reste, pas de problème. En termes de conduite, je le disais, c'est pas une voiture qui est faite pour aller vite, mais c'est une voiture qui roule bien. La motricité est très bonne parce que contrairement à la plupart des électriques, traction avec les roues avant motrices, donc la répartition des masses reste quand même plus prononcée sur l'avant, puisque la batterie est sur l'avant, donc ça garde un comportement assez classique pour une traction et une bonne motricité, ça c'est une bonne chose. L'agilité est assez surprenante, et si vous voyez ici, hop, on n'entend pas que ça va sur les butées, etc. Vraiment, l'amortissement est très très bien calibré sur cette voiture. Donc je le disais, même si le rayon de braquage est d'un peu plus de 11 mètres, 11 mètres 50, l'agilité de la voiture en tant que telle, une fois qu'on roule, est vraiment très importante parce que l'angle de braquage des roues avant est assez important également. Donc ça donne un vrai confort de conduite. Et là, on en arrive au principal bémol en matière de conduite sur cette voiture, c'est la visibilité de 3/4 avant. Les montants tels qu'ils sont mis là vous cachent la vue d'une manière assez dangereuse, je trouve parfois. On peut aborder un petit rond-point sans rien voir du rond-point, par exemple. Ça, c'est assez problématique. Ça veut dire aussi qu'on peut se retrouver avec des véhicules complets ou des personnes qui sont totalement occultées de votre champ de vision. Et ça peut être un vrai problème de sécurité. Donc, il faut en être conscient et faire attention à cet aspect-là. Il me reste maintenant plus qu'à m'arrêter pour vous parler calmement des différentes versions et des tarifs de ce modèle.
Bon, alors parlons budget maintenant. Concrètement, ce Kia PV5 est disponible avec deux batteries, deux tailles de batterie. La petite de 51,5 kWh avec une puissance réduite à 122 chevaux et une autonomie WLTP de 295 km. Et la grande, comme celle que l'on a ici, avec une batterie de 71,2 kWh, ce sont des valeurs brutes, je précise, 163 chevaux et 412 km WLTP. En 3 finitions disponibles sur les deux batteries et donc les deux niveaux de puissance. On a la version de base Essential, la version intermédiaire Plus et la version haute Elite, comme c'est le cas pour celui-ci. La version de base débute à 37 690 €, donc avec la petite batterie et l'équipement le plus basique. Et quand on arrive à cette version-ci, on est un peu plus de 45 600 € pour une version grande batterie finition Elite. Avec quelques options, on peut éventuellement atteindre les 50 000 € ou en tout cas s'en rapprocher. Vous allez me dire, c'est une sacrée somme en soi. Oui, mais si on rapporte ça aux très rares concurrents qu'il peut avoir, on se rend compte qu'en fait, il est plutôt bon marché, puisque concrètement, la plupart des autres coûtent entre 5 et 15 000 € plus cher pour des prestations équivalentes. Donc ça laisse quand même dire que Kia a ici un modèle qui pourrait faire la grosse différence, surtout pour les familles qui avaient l'habitude d'acheter un Citroën Jumpy ou ce genre de véhicule-là avant. S'ils doivent passer à l'électrique, ce véhicule s'adresse à eux. Je rappelle qu'il va bientôt avoir une version 3 rangées également, donc 7 places, et la possibilité d'avoir la recharge en 22 kW AC, deux atouts majeurs pour un véhicule familial, pour famille nombreuse, si elle doit être électrique. Et voilà, c'en est terminé de cet essai du Kia PV5 Passenger. Vous l'aurez compris, un véhicule aussi intéressant pour son contenu que surprenant pour son allure, mais qui vaut vraiment la peine d'être connu. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.